médecine pour faire de la psychanalyse, les limites entre la psychanalyse et la biologie, c'est-à-dire là où ça devient compliqué. Donc, le terrain, c'était la psychosomatique, et les autres, c'était la limite entre psychanalyse et champ social. Et c'est là que je me suis engagé sur les questions du travail. Voilà. Donc, j'ai eu une formation du côté des sciences du travail et du côté de la psychanalyse, la psychosomatique et la biologie, parce qu'on en a fait aussi. Et voilà. Et donc, fait un certain nombre de recherches qui ont porté sur cette question du travail, qui était peu analysée, ou à mon avis peut-être mal analysée. Bon, faut pas être trop péjoratif à l'égard des précurseurs, parce qu'il y a quand même une dette aussi vis-à-vis d'eux. Mais enfin, on était quand même assez loin de comprendre tous les enjeux psychiques du travail. Et moi, le premier, j'ai été étonné en passant par la clinique du travail, donc ça s'appelle la clinique du travail, en faisant des investigations sur le terrain, en allant dans les entreprises, dans le service public, dans l'agriculture, l'élevage, les forêts, enfin bon, les centrales nucléaires, enfin dans tous les endroits où on peut aller. Donc il y a des enquêtes qui sont faites selon des modalités très précises. Que la surprise, c'est que quand on passe par la subjectivité des gens, par leur souffrance, par la manière dont ils se défendent de la souffrance pour ne pas tomber malade, on découvre sur le travail des quantités de choses extrêmement importantes, extrêmement intéressantes que les autres sciences du travail n'ont jamais envisagées. Qu'il s'agisse de la sociologie du travail, qu'il s'agisse de l'anthropologie du travail, qu'il s'agisse de l'économie du travail, enfin, je peux vous aider. Donc, c'est un peu surprenant comment la clinique devient un analyseur, finalement, à partir du travail, un analyseur qui traverse pas mal de disciplines. Et donc, toute la discipline, la dite psychodynamique du travail, qui est à la fois une clinique et une théorie, s'est développée constamment par la discussion interdisciplinaire. Alors, on a un peu le même souci dans la psychodynamique du travail que ce que on discute dans les espaces de délibération. C'est-à-dire, on cherche dans l'autre discipline ce qui est, de leur point de vue, critiquable, incomplet, mal pensé dans la psychodynamique. On va chercher l'adversaire, si vous voulez, dans une position qu'on sait qu'évidemment, il y aura des choses impressionnantes, peut-être, qui vont apparaître, qu'on n'a pas pensé. Et donc, on a travaillé, alors successivement, quelquefois, bon, ça se recouvre un peu, il y a différentes périodes, on a travaillé avec l'ergonomie, la médecine du travail, la sociologie du travail, la sociologie de l'éthique, la sociologie de la division, à l'époque ça s'appelait comme ça, la division sexuelle du travail, donc avec toute la dimension des feminist studies et des gender studies qui sont arrivés après. Donc ça, la discussion avec la division sexuelle du travail a été un moment mutatif aussi pour la discipline. C'est-à-dire que du coup, si vous voulez, on est obligé de penser ça, mais on pense avec nos outils, pas avec les leurs. Donc du coup, là, évidemment, la discussion rebondit. Et on a eu un travail très important avec les anthropologues, avec les historiens de l'histoire sociale, et par la suite, un travail très important avec les juristes, notamment avec la magistrature, en France, au Brésil. Donc on a des vraies discussions interdisciplinaires, parce qu'en fait, il y a plein de points de proximité entre les préoccupations du juge, les préoccupations de l'avocat et les préoccupations du clinicien. C'est impressionnant, donc on a, voilà. Et puis on a pas mal discuté aussi avec, donc au-delà des juristes, avec les économistes. Là, c'est vraiment, curieusement, un champ qui était évident. Enfin, c'est évident qu'il faut penser le rapport entre l'économie et la psychodynamique du travail, mais c'était très difficile à mettre en place parce que pendant toute cette période, moi j'ai commencé ces recherches il y a 50 ans, il y a eu un déclin des sciences du travail. Et maintenant, on arrive à une période où l'économie du travail n'existe plus. Elle a été barrée. Ça n'existe plus. Vous avez l'économie de la gestion, mais alors qu'il y a une méconnaissance de l'économie, si vous voulez, qui est quand même catastrophique. Donc là, maintenant, on a un séminaire de travail interdisciplinaire avec les économistes et beaucoup avec les philosophes. Donc
Là maintenant, il y a un débat assez intense à l'intérieur d'un certain cercle de philosophes, ce qui n'était pas le cas au début, mais je dois quand même le dire, c'est que dès le début, moi j'ai rencontré les philosophes avec toujours une admiration et un complexe d'infériorité assez grave vis-à-vis des philosophes, parce que bon, pour tas de raisons que je pourrais tout à fait rendre explicites ici, mais c'est pas intéressant, mais les philosophes étaient pour moi vraiment un peu comme un sort du tribunal du concept, si vous voulez, extrêmement utile. Et donc j'ai travaillé avec les philosophes dès le début, en fait dès le tout début, puisque même l'apprentissage des enquêtes, c'était avec Robert Linhart, qui était philosophe, et avec Yves Duroux, tout ça, c'était des gens qui s'étaient connus à la rue d'Ulm, etc. Donc j'ai toujours entretenu, au moins en filigrane, la discussion avec les philosophes, mais plutôt pour leur demander de me critiquer. Mais le débat véritablement avec la philosophie, et notamment la philosophie sociale, la philosophie politique aussi, c'est venu plus tard. Il y a eu aussi des discussions importantes en phénoménologie, parce que le corps, on n'en a pas parlé du tout, mais le corps occupe une place très importante dans le travail, les habiletés du travail, même les habiletés dans la discussion, la délibération, pour se faire entendre de l'autre, pour se faire comprendre, le corps est au rendez-vous. Il y a une manière de parler, il y a une manière de s'exprimer. Toutes les mimiques, la gestique qui accompagnent le message, bon, c'est un vieux problème étudié d'ailleurs par Erving Goffman de façon très élégante. Il y a un agir expressif. Voilà, le juge, il entre, il faut qu'il apprenne à se tenir comme un juge. C'est pas, le prof, le charisme et tout ça, ça s'apprend. C'est pas un don, contrairement à ce que disent la plupart des théoriciens. Pas du tout. Le charisme, ça s'apprend. Le prof, il entre dans la classe et tout de suite, tout le monde se tait. Ah bah oui, mais comment ça marche? Alors, il a du charisme. Le charisme, il l'a appris parce que 20 ans plus tôt, il se faisait chahuter. 20 ans plus tard, le mec, il est plus le même. Hein. Il a une manière d'aborder dont on peut donner les caractéristiques si on fait vraiment l'enquête dessus, et c'est passionnant. Voilà, donc à cause de ce débat avec les philosophes, donc avec les phénoménologues d'un côté, beaucoup avec les gens de l'école de Francfort, où toute cette sphère de réflexion autour en tout cas les origines de l'école de Francfort, et puis ces transformations successives, on a eu des débats avec Axel Honneth. J'ai jamais pu avoir de discussion avec Habermas, mais avec Axel Honneth, on a pu l'avoir grâce à des collègues philosophes, hein, c'est eux qui ont introduit, donc on a vraiment un peu approfondi la discussion. Je pense que elle est quand même assez intéressante et assez consistante, et c'est comme ça que j'ai été amené à écrire ce livre-là, la pratique de la démocratie.